pendant les années 90. Et là, je me suis réjoui tout à l'heure, en discutant avec un gars du MEDEF, qu'on commence tous les deux par le même truc, en disant, bah, dans les années 90, à la suite, coïncidence, de la chute de l'URSS, il y a eu un moment d'exaltation intellectuelle où d'un côté on a produit cette merveille qui s'appelle le choc des civilisations, qui appelait une guerre générale et universelle qui depuis se met en place, et de l'autre il y avait la répétition des mantras de l'entreprise. Alors il fallait tout faire comme une entreprise, gérer une école comme une entreprise, gérer ceci comme une entreprise. Et puis, c'était dans l'entreprise que le savoir dégoulinait des murs, raison pour laquelle il n'y avait pas besoin de lycée professionnel. Il suffisait de mettre tout le monde en apprentissage. Il y avait donc une espèce de... C'était magique, l'entreprise, l'entreprise. Évidemment, pendant que ce type de discours avait lieu, se glissait un autre concept beaucoup plus concret qui était que l'usager, usager du service public, usager de telle ou telle prestation, devenait un client. C'est-à-dire que le domaine de la marchandise s'étendait et sa domination sur tous les autres concepts à l'œuvre. Donc, ce sommet de l'efficacité sociale, cette centralité absolue qu'il y avait dans l'entreprise était porteuse, évidemment, pas seulement d'un mode de production, mais d'un type de rapports sociaux et d'un type de société. Sans doute faut-il s'en débarrasser, et certainement pas continuer à cultiver cette stupidité qui consiste à dire nous allons apprendre dès l'école, s'il vous plaît, primaire, le goût d'entreprendre. J'ai aussi entendu cette bêtise être propagée sur tous les tons, et ça permettait, encore une fois, de conforter la centralité. Donc déjà, une fois qu'on aura enlevé le côté magique, non, l'entreprise n'est pas la solution miracle de la condition humaine, c'en est un des outils, c'en est un des aspects, mais pas plus. Et comme tous les autres, il soulève autant de questions qu'il en résout, et des fois, il en soulève plus qu'il n'en résout, ce qui est le cas aujourd'hui, puisque du fait du fonctionnement de l'entreprise sous la norme et l'exigence de l'accumulation du capital, se produit la destruction de l'écosystème, question qu'eux-mêmes feraient bien de se poser, mais qui pour l'instant ne les intéresse que sous un seul angle, c'est comment faire du profit avec les catastrophes qui déclenchent. Voilà, et ils y arrivent. Ils arrivent à faire des pompiers privés, à faire des sociétés qui possèdent l'eau en Californie. Et donc, c'est pourquoi ce système n'est pas capable par lui-même de se maîtriser. Et il n'y parviendra jamais. Pourquoi? Parce qu'il est capable de se nourrir des turpitudes qu'il provoque. Ce qui est un fait sans précédent dans l'histoire humaine. Comment libère-t-on la société des dominations? Peut-on imaginer une société libérée des dominations? Eh bien, c'est la question qui, au fond, est posée à l'idée anticapitaliste et à l'idée antiproductiviste qui n'a jamais voulu dire ni la suppression du surproduit, ni la suppression de la production elle-même. Alors, je disais, il y a donc des critiques à faire immédiatement du concept. Débarrassons-le de son aspect magique. Tâchons de le situer précisément dans les rapports sociaux. Mais ensuite, libérons-le de quelques-unes de ces facéties qui participent de la lutte politique. Par exemple, l'entreprise, ça serait, comme j'ai dit tout à l'heure, juste le rapport juridique, les actionnaires. Donc, la bonne santé de l'entreprise, c'est quand l'actionnaire est joyeux, car alors il investit à bon escient, porté par sa joie et son bonheur de vivre, et donc il analyse finement où allouer la ressource. Naturellement, ceci est une énorme blague qui ne tient pas compte du fait, comme j'ai dit tout à l'heure, que l'entrepreneur est incapable de se libérer des tares du système qu'il met en mouvement, et qu'arrivé à un certain point, il va au fond du pouvoir qu'il exerce, c'est-à-dire un pouvoir absolu. C'est-à-dire que pour finir, l'actionnaire va se soucier uniquement de l'accumulation du capital qu'il provoque pour sa satisfaction, ou, on va faire court, le rapport juridique particulier et pas celui du collectif. Voilà. Donc il n'y a jamais de ruissellement. Le ruissellement est une fadaise pour les gogos, pour leur faire croire que plus le riche est riche et plus le pauvre aura des grosses miettes. Et plus le riche est riche, plus il saura quoi faire de son argent, tandis que le pauvre, qui est un imbécile par nature et qui est responsable de sa pauvreté, est bien sûr incapable de savoir quoi faire de cette ressource. C'est ce monde mythologique, hein, de la toute-puissance des uns et de l'absolue stupidité des autres qui structure l'idée que la bonne entreprise, c'est celle où l'actionnaire est content. Je peux vous dire que la satisfaction de l'actionnaire varie suivant les époques et les siècles. Personnellement, au siècle précédent, quand on parlait d'un rapport de 4-5%, nous hurlions à la surexploitation et à l'esclavage des travailleurs. Aujourd'hui, si vous leur donnez moins de 10%, ils ferment la boîte
et ils mettent tout le pognon qu'ils ont dans un fonds de pension qui circule à la vitesse que vous connaissez. Si c'est la vitesse de possession d'une action, c'est 11 mois en moyenne. Si c'est dans le trading à haute fréquence, c'est 2 secondes. Voilà, le capitalisme de notre époque est en proie à un rythme interne qui lui est donné par un maître du bal qui fonctionne à la cadence de 2 secondes.